Donc c'est une vraie expérience, hein. C'est la première fois que ça se produit. Il y avait eu un petit test à Poitiers, mais c'était à petite échelle. Là, on va voir ce que ça va donner. Donc l'idée, c'est que donc c'est mon 17e festival, et je discute pas mal avec les gens, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent les gens posent des questions, et j'essaye d'apporter des réponses dans la mesure de mes moyens, modestes moyens. Et à chaque fois, j'ai l'impression souvent il y a des quiproquos. Les gens n'ont pas bien compris. Alors tout le monde sait que l'univers est en expansion, par exemple, mais est-ce que, quand on discute avec les gens, j'ai pas l'impression que les gens ils ont bien compris ce que ça signifie. Il y a plein de choses qui sont évoquées, les galaxies, etc. Et donc l'idée, c'est la suivante, c'est d'essayer de faire un support que les gens puissent consulter. Donc c'est les films qui sont ici, hein. Il y a 3 films, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Et ensuite, de vérifier que tout est bien rentré au fur et à mesure qu'on en parle. Alors pour vérifier ça, si on demande aux gens de lever la main et tout ça, ça ne marche pas, parce que les gens, des fois, ont peur de lever la main et tout. Là, vous êtes dans l'intimité de votre petit téléphone, et puis vous avez, voilà, personne ne vous voit, mais vous n'avez pas peur de dire des bêtises, de dire ce que vous pensez, et on va voir ce que ça donne. Alors, donc c'était une idée qui est comme ça, mais en fait, ça m'a plombé 6 mois de l'année, là. Parce que les films, ça a pris du temps. Tous les scénarios sont originaux. Donc j'ai réuni une cyber-team, parce que je ne pouvais pas faire ça tout seul. Et donc dans cette cyber-team, il y avait deux techniciens de l'image, un monteur, un réalisateur, qui m'ont aidé. Donc c'est le monteur, c'est Bruno Rimbaud, qui est le technicien vidéo de l'ENSTA, où je travaille. Et celui qui m'a aidé pour toutes les animations 3D, dont je vais vous montrer certaines ici, c'est Joss Lace. Joss Lace, c'est quelqu'un qui est assez connu dans ce milieu, puisque c'est celui qui avait fait la plupart des animations 3D des séries KO et Expansion que Aurélien Alvarez vous avait montré. Et puis celle qui m'a vraiment aidé pour le scénario, pour les voix off et pour le soutien, etc., c'est Alicia Simon-Petit, qui est mon étudiante en thèse et qui est là. Donc je lui demande de se lever. Hein, voilà Alicia. Merci. Donc dans les films que vous verrez, que vous avez vus ou que vous verrez, ben, c'est sa voix et la mienne. Au début, on voulait demander à des acteurs, mais finalement, ils demandaient trop d'argent, et comme on n'a pas un rond, ben, on s'est débrouillé comme ça, mais finalement, c'est bien. Enfin, ça nous plaît. Alors, on va commencer par le début, et le début, ben, c'est justement vérifier. Voilà. C'est plus trivial qu'Aurélien Barraud, hein, vous l'avez remarqué tout de suite. Alors, dès qu'il y aura ça, ça veut dire qu'il y aura une question. Alors la question, je vous l'ai déjà montrée, c'est pour voir que tout marche bien. Donc il y a 231 personnes connectées ou qui ont répondu à la question. Alors, il peut y avoir des gens qui sont ici, il peut y aussi y avoir des gens qui votent n'importe où sur la Terre. Alors, je vais clôturer cette question, vous allez voir. Voilà. Et on va pouvoir observer le résultat. Donc il y a 117 personnes ici qui ont répondu ce soir, et il y a 5 personnes qui ont donné la bonne réponse, c'est-à-dire tous les épisodes plusieurs fois. Alors ça c'était pour rire, hein, d'accord ? Parce qu'en plus on a eu des petits problèmes pour l'alimentation électrique de l'ENSTA sauter, enfin bon, il y a un complot des extraterrestres pour empêcher de voir ça. Mais vous pourrez aller les voir, ensuite. Tout va bien. Alors, bien sûr, si vous êtes identifié, votre nom va apparaître, et puis au fur et à mesure des bonnes réponses, hein, ceux qui auront de plus en plus de bonnes, on va les voir apparaître 1, 2, 3, 4, 5, et donc, si vous êtes identifié, ça marchera comme ça. Donc voilà, on peut commencer. Alors, donc comme j'ai dit, l'objectif, c'est de répondre à des questions qui me sont posées, mais alors, presque tous les jours depuis que je suis là, et puis depuis 16 ans. C'est des questions qui sont très simples. Hein. Comment a-t-on pu en arriver à penser que l'univers est en expansion ? Je pense que tout le monde sait que l'univers est en expansion. Vous prenez n'importe qui dans la rue, tout ça, vous dites, est-ce que l'univers est en expansion ? Bah oui, tu me prends pour qui ? Tout le monde sait ça. D'accord ? Mais comment on a pu arriver à imaginer un truc pareil ? D'accord ? Parce que c'est quand même pas rien. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que les mecs, ils disent, ouais, ok, l'univers est en expansion et tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? S'il y a une expansion, ça veut dire qu'on grossit.
Il y a un truc qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? D'accord? Et puis, une fois qu'on aura compris ce que ça veut dire, hein, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va tous mourir? Est-ce qu'il faut profiter de la vie avant qu'on meure? Qu'est-ce qui va se passer et comment ça va se passer? Alors tout de suite, hein, je me place dans un cas particulier de ce qu'Aurélien a évoqué tout à l'heure. Je suis dans une des bulles du multivers. Là, hein. Je reviens sur Terre, enfin, je reviens dans notre univers là, et je ne vais parler que de notre univers qu'on peut observer, etc. D'accord? Donc voilà le programme. Donc je vais essayer de répondre à ces 3 questions, et ensuite, vous pourrez, demain, après-demain, dans 6 mois, etc., utiliser les vidéos pour avoir des compléments d'information. Demain après-midi, pendant l'atelier de fil rouge, je répondrai aux questions que vous pouvez poser avec vos téléphones. Je sélectionnerai les meilleurs, si vous en avez. J'essaierai de répondre en public. L'application est ouverte et continue à fonctionner. Alors, d'abord, pour parler de l'expansion de l'univers, il faut voir des objets qui sont dans l'univers. Hein. Si on reste à l'échelle locale, ça ne va pas le faire. Et donc, il faut regarder un peu le ciel. Et alors, quand on regarde le ciel, du côté de chez nous, c'est dommage parce qu'on ne voit qu'une seule galaxie. Hein, vous avez vu à la ferme des étoiles ou le soir, etc. On voit un truc comme ça, là, c'est la Voie lactée, donc c'est notre galaxie. Si vous allez dans l'hémisphère sud, vous voyez d'autres galaxies. D'accord ? Je pense que vous êtes au courant, puisque vous êtes au Festival d'astronomie international d'astronomie de Florence. Et vous voyez que sur cette photo, il y a 2 autres galaxies, des petites galaxies, le grand et le petit nuage de Magellan. En fait, c'est des petites galaxies, satellites de la nôtre, on va les bouffer dans pas longtemps à l'échelle cosmologique. Hein. Alors ça, c'est quand on va dans l'hémisphère sud à un certain endroit. Quand on va dans un autre endroit, il n'y a plus de télescope, il y a des arbres qui ressemblent à des champignons, on voit qu'il y a toujours les 2 petites galaxies là, d'accord, et puis la nôtre. Donc c'est à peu près les 2 seules galaxies qu'on arrive à voir à l'œil nu. Et c'est en observant ces galaxies qu'on a pu imaginer que l'univers était en expansion. Alors comment on a fait? Vous allez voir, alors il y en a peut-être qui savent ça, mais vous allez voir que c'est assez long, c'est assez précis, et ça repose sur des choses qui sont... on peut pratiquement, on peut rien dire d'autre, quoi. On peut imaginer plein de trucs, mais c'est en général beaucoup plus compliqué que ce qu'on a imaginé. Vous allez voir que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Alors, premièrement, comment peut-on mesurer la distance des galaxies? Alors ça, c'est assez simple, donc c'est pour ça que je commence par ça. D'accord? Donc ça repose essentiellement, il y a plusieurs méthodes, et je vais vous montrer différentes méthodes en les critiquant les unes après les autres. Et en fait, on les utilise toutes, hein, celles que je vais vous montrer. C'est assez simple, vous allez voir que ça repose essentiellement sur la règle de 3. D'ailleurs, il y a une des questions, plusieurs questions qui vont être, ceux qui ont participé au concours du kangourou, là, qui sont de cet ordre-là. Hein, c'est des questions assez... c'est pas très compliqué. Alors, vous voyez que sur cette photo-là, j'ai représenté... alors, c'est pas au même endroit. J'ai représenté la galaxie d'Andromède qu'on ne peut pas voir à l'œil nu parce qu'elle est... ou alors, il faut vraiment avoir une très très bonne vue. Et on peut faire une photo de la galaxie d'Andromède. Et puis, on peut faire une photo de la Lune avec la même résolution spatiale. Et on peut ensuite, avec un logiciel ou avec... mettre les 2 images qu'on a obtenues avec la même échelle sur la même photo. Et donc, on peut mesurer la taille de la galaxie d'Andromède en unité de la taille de la Lune. Facile à faire. Hein. Alors, d'après vous, combien de fois je peux faire entrer la Lune dans la galaxie d'Andromède? Alors, vous allez me dire, oui, ça dépend, parce que là, on ne voit pas bien le bord, hein, c'est pas bien défini. Puis, il y a des histoires de matière noire, hein, on nous a pris la tête avec des machins comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on peut... Alors, déjà, la Lune, on connaît plein de choses sur elle, hein. Je ne vous explique pas comment on fait, parce que là, sinon on va passer plus... C'est pas 7 heures qu'on va passer, c'est au moins jusqu'à demain matin. La Lune, on sait qu'elle est à 380 000 km à peu près, en moyenne, que son diamètre, c'est 3500 km à peu près, et on sait qu'elle représente dans le ciel un angle de 1,5 degré, c'est-à-dire c'est pas mal, hein, c'est à peu près un petit peu plus que le pouce tendu au bout d'une main. Alors ça, je raconte toujours cette histoire, hein, ça marche avec tout le monde. Si vous êtes un super grand joueur de basket américain qui a des mains qu'on dirait des pieds, vous avez des doigts énormes et tout, mais vous avez des super longs bras, donc quand vous cachez comme ça, ben vous êtes loin. Alors que si vous êtes une toute petite fille qui a 5 ans, qui a des doigts minuscules et tout, ben vous avez des tout petits bras et ça marche aussi. Donc vous arrivez à effacer la Lune avec votre pouce. Et un pouce, ça fait 1,5 degré à la distance où ça se trouve. D'accord ? Donc là, on a ces informations, parce que c'est les Grecs, de toute façon, les Grecs, ils nous ont tout appris. Hein. Les Grecs, ils nous ont permis d'avoir ce genre d'informations, alors pas celle-là, mais disons
On a eu des informations grâce aux Grecs sur la Lune, et puis les autres aussi. Et donc maintenant, on peut mesurer la galaxie d'Andromède en unité de Lune. Alors en fait, la Lune rentre 6 fois dans la galaxie d'Andromède, à peu près. Hein, d'accord, 3 degrés, ça représente. Et on peut le voir très bien, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors le diamètre de la galaxie d'Andromède, alors ça, il faut faire une hypothèse. Hein, quel est le diamètre de la galaxie? Alors on vous a expliqué qu'une galaxie, il y avait 100 milliards d'étoiles. On peut faire des trucs. Alors s'il faut faire une hypothèse, le diamètre de la galaxie d'Andromède, c'est à peu près 100 000 années-lumière. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'une année-lumière. Vous êtes au Festival d'astronomie de Florence. Tout le monde sait ce que c'est qu'une année-lumière. Donc, on a 100 000 années-lumière pour la galaxie. Elle représente 3 degrés dans le ciel. Et donc, on peut avoir la distance de la galaxie d'Andromède avec une règle de 3. Hein, vous voyez un peu comment on fait. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une question. Hein. Je vois qu'il y en a qui commencent à baliser, là. Ce n'est pas une question. Hein. Les questions sont beaucoup plus simples que ça. Enfin, ça dépend lesquelles. Alors, on ne va pas faire l'application numérique sur la galaxie d'Andromède, on va faire sur une autre galaxie. Exactement, on va faire l'hypothèse que toutes les galaxies ont à peu près la même taille. C'est ce qu'a fait Hubble, hein, au passage. Hein. Et vous allez dire, c'est quoi cette hypothèse? Ben non, c'est l'hypothèse qu'a fait Hubble. Hubble a considéré que toutes les galaxies, c'était des objets qui faisaient 100 000 années-lumière. Donc, on fait l'hypothèse que ça, c'est une autre galaxie, ça fait 100 000 années-lumière, donc c'est Messier 51, la galaxie des chiens de chasse, qui est en train de bouffer sa copine. Et donc, on mesure sa distance angulaire, c'est 9 minutes d'arc. Une minute d'arc, c'est 1/60e de degré. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus petit dans le ciel que la galaxie d'Andromède. D'accord? Et on peut en déduire la distance comme ça, hein, avec la même règle de 3, et on trouve 76 millions d'années-lumière. Est-ce que c'est vrai? Alors on prend Wikipédia, et on s'aperçoit qu'en fait c'est faux. D'accord? La vraie distance, hein, ce que nous disent les mecs qui font ça comme il faut, c'est 28 millions d'années-lumière en réalité. Alors vous voyez que, bon, ça ne marche pas, mais ce n'est pas dramatique. Hein, on a un facteur 3. Jusque dans les années 50, les astrophysiciens étaient les porcs de la physique. Hein. Tout le monde se foutait de la gueule des astrophysiciens. Quand ils avaient un facteur 10, ils étaient contents. Et les autres, qui faisaient des expériences de mécanique quantique, ils avaient un facteur 10-14 dans les erreurs et tout. Nous, on avait un facteur 10, 2, 3, parce que bon, c'est super dur. Hein. Eux, ils sont dans un laboratoire, ils règlent tout. Nous, on fait ce qu'on a. Et là, un facteur 2, 3, bon, ça donne un ordre de grandeur, disons. Donc, ça marche à peu près. Mais là, j'ai pris un cas où ça marche à peu près bien. Il y a des cas où ça ne marche pas super. Alors, il y a d'autres méthodes. Hein. Donc ça, c'est une méthode angulaire. Il y a d'autres méthodes. Par exemple, on peut utiliser la méthode qui consiste à mesurer la lumière qu'on reçoit. Hein, vous savez, quand vous avez une source lumineuse, donc là je commence à vous montrer les extraits du film, quand vous avez une source lumineuse, la lumière se dépose, si c'est une émission isotrope, sur une surface, et une surface s'accroît comme le carré de la distance, et donc vous pouvez, en mesurant l'intensité lumineuse reçue de la part d'une galaxie, et si vous faites une hypothèse sur la quantité de lumière qu'elle vous a envoyée au départ, en mesurant la quantité de lumière que vous recevez à une certaine distance, vous pouvez en déduire la distance avec une racine carrée. D'accord? Donc ça, c'est une seconde méthode. C'est la méthode de chandelle standard. Alors, est-ce que ça marche, les chandelles standards? Alors, on peut essayer. Alors, à ce moment-là, il faut évaluer la quantité de lumière émise par une galaxie. Ça a l'air d'être une bonne idée. Hein. Donc, on va essayer d'appliquer cette idée, même une super bonne idée. Donc les galaxies sont toutes semblables, hein, ça c'est Hubble qui nous dit ça, c'est pas moi. Donc une galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles, d'accord? Chaque étoile, c'est comme des soleils, d'accord? 10 milliards d'étoiles, 100 milliards d'étoiles. Donc la luminosité d'une galaxie, ben, c'est 10 milliards de fois la luminosité du soleil. La luminosité du soleil, on peut la mesurer avec plein d'appareils, hein, Boltzmann savait faire ça, d'accord? Donc pas de problème, on sait mesurer la luminosité du soleil. Et donc on en déduit la luminosité de la galaxie. On applique la règle que j'ai utilisée tout à l'heure. Est-ce que ça marche? Ben non. C'est une méthode complètement pourrie. En fait, il y a beaucoup de choses qui brillent pas et qui ne permettent pas d'utiliser cette méthode. Il faut utiliser des vraies chandelles standards. Hein, les chandelles standards, on vous a rebattu les oreilles. Qu'est-ce que c'est qu'une chandelle standard? Alors ça fait très longtemps, ça fait à peu près un siècle qu'on a trouvé des chandelles standards. Et celle qui a trouvé une chandelle standard, c'est Henrietta Leavitt. Elle s'était aperçue que dans la constellation, dans la Voie lactée, en fait, hein, c'est un morceau de la Voie lactée, il y avait certaines étoiles, celle-là par exemple, ou celle-là,
hein, delta Céphée ou état de la constellation de l'Aigle, qui avait une luminosité qui variait au cours du temps. Hein, il suffit de regarder la luminosité des étoiles, l'éclat des étoiles, et elle s'était aperçue avec des... On peut même enregistrer hein, cette lumière, et on s'est aperçu en fait que la luminosité observée de ces étoiles variait à l'échelle du jour. Hein, d'accord ? Donc ça, c'est lumineux, c'est moins lumineux, c'est lumineux, c'est moins lumineux, et ça varie à l'échelle du jour. Vous voyez, en 5 jours, vous voyez la luminosité de delta Céphée qui passe par un minimum, un maximum, donc c'est pas très long. Hein. Il y a plein d'expériences en astrophysique qui prennent des plombes, des années, des dizaines d'années. Là, c'est 5 jours. Donc sur un mois, si vous avez un mois consécutif de beau temps, vous avez une courbe comme ça qui est précise. Alors, elle a fait ce genre de mesures et elle a déterminé, par une méthode que je ne vous explique pas, mais ce n'est pas très compliqué, qu'en fait, on pouvait relier la période avec un modèle hein, de la luminosité. La mesure de cette période permettait de revenir à la luminosité intrinsèque de l'étoile. Donc, en mesurant la période, ce qui est très facile, hein, il suffit d'observer l'étoile, on arrive à connaître la luminosité intrinsèque de l'étoile, eh bien, comme on a la luminosité observée de l'étoile, on peut en déduire sa distance. Donc elle a fait ça, et tant qu'on peut observer des céphéides, hein, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, les céphéides sont des chandelles standards, très précises. Donc c'était bien, mais le problème c'est que les céphéides, il n'y en a pas beaucoup, et puis il faut les voir briller, il faut voir l'éclat qui varie. Et ça pose des problèmes parce que pour d'autres galaxies, on n'arrive pas, ou c'est très difficile de discerner des étoiles comme ça dans d'autres galaxies. Alors là, on a d'autres chandelles standards qu'on peut utiliser, c'est des étoiles en fin de vie qui explosent, et on a compris depuis Chandrasekhar dans les années 30 comment certaines étoiles explosaient à partir d'une certaine masse. Et donc on connaît exactement, on arrive à modéliser exactement ce qui se passe. Si on sait modéliser exactement ce qui se passe, on arrive à comprendre et à prévoir la luminosité de l'étoile qui va exploser. Alors, vous voyez que c'est des phénomènes qui sont très lumineux, ça c'est juste avant, et ça c'est juste après. Vous voyez là, il n'y avait rien. En fait, il y avait une étoile, mais on ne la voit pas. Et puis là, pof, elle a complètement explosé. Et elle émet autant de lumière que toute la galaxie pendant un mois. D'accord ? Donc ça, c'est cool. Il suffit de regarder dans le ciel toutes les galaxies. Tous les soirs, vous faites des photos et puis vous attendez. Vous comparez les photos de la veille à la photo de la galaxie. Parce que bien sûr, si vous voyez ça un jour, si vous n'avez pas la photo de la veille, vous ne pouvez pas savoir. Et donc, vous comparez. Alors ça, c'est un boulot super chiant. Il y a plein de jeunes, ils viennent me voir. Ouais, je veux être astrophysicien. Ben voilà, tu vas dans un observatoire où il fait froid, il y a de la vieille moquette des années 70 et tout ça, ça sent le renfermé et tout. Et pendant 10 ans, tu t'enfermes et tu fais des photos tous les soirs de 50 galaxies, tu compares avec la photo de la veille. Et si tu as de la chance, d'accord, si tu as bien choisi ton truc, ton ensemble de références, eh ben, tu vas avoir un truc comme ça et tu vas pouvoir mesurer la distance d'une galaxie. Super. D'accord. Vous voyez, astronome observationnel, hein, c'est un métier où il faut être patient, il faut avoir du courage. Alors ils se mettent à plusieurs, comme ça ils peuvent jouer au tarot. Alors quand on fait de l'astrophysique dans un bureau, hein, en faisant des calculs, c'est pas mieux. Hein, 99% des calculs qu'on fait finissent à la poubelle. Et donc si on ne veut pas se flinguer, ben, il vaut mieux faire des cours, avoir des étudiants, discuter avec eux, faire des films ou des conférences, parce que sinon on pète un câble. Hein. Donc, si on a la chance, on arrive à voir ça. Et comme on sait exactement la quantité de lumière qui a été émise, eh bien, on peut en déduire la distance par l'effet précédemment évoqué. Donc avec ça, on a pu mesurer comme ça des distances de galaxies assez précisément depuis alors les premiers ensembles de galaxies où on mesurait la distance des galaxies, ça a commencé à se faire dans les années, on a eu des vrais catalogues de distance de galaxies dans 1930. Vous voyez, c'est pas très vieux. Donc on peut mesurer comme ça la distance des galaxies, essentiellement en utilisant les céphéides pour les galaxies proches ou en utilisant les supernovas qui explosent et qu'on a repérés dans le ciel, comme ça, on peut avoir un catalogue de distance de galaxies. Donc dans les années 30, on avait un catalogue d'une centaine de distances de galaxies. Deuxième chose qu'on a pu mesurer, c'est la vitesse. Alors la vitesse d'une galaxie, ça c'était pas clair, on n'a pas tout de suite compris. Ce qu'on a remarqué, déjà, c'est que ce qu'on savait hein, depuis la fin du 19e siècle, c'est qu'une source qui émet des ondes et qui a une certaine vitesse par rapport à nous, sur ce genre de dispositif, il y a un phénomène qui s'applique et qui est l'effet Doppler. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est l'effet Doppler. Pour ceux qui n'ont pas vu les films, je vous montre un peu la qualité de ce qu'est capable de produire Joss Less quand on travaille avec lui. Vous voyez, il aime bien les Mini Cooper. Je lui dis, pourquoi tu prends des Mini Cooper? Il me dit, ouais, j'aime bien ça et tout.
il en a deux, d'accord? Et on peut changer les couleurs autant que vous voulez. Vous avez, là, c'est le bruit du moteur, hein. Donc ça émet des ondes, hein. Vous savez, les ondes, c'est des machins comme ça qui sont émis. Et puis quand la voiture se met en mouvement, vous voyez que ces ondes, dans la direction de la vitesse, sont comprimées, et dans la direction opposée à la vitesse, eh ben, elles sont un peu étirées. Voilà ce que c'est l'effet Doppler. D'accord? Vous voyez, on voit bien ce que c'est que l'effet Doppler. Alors pourquoi ça fait ça et tout ça, c'est un peu compliqué, je pourrais vous l'expliquer, si vous voulez, demain on peut en parler. Bon, on va dire que la voiture, elle va dans le sens des ondes, donc elle arrive un peu avant. Enfin bon, on peut comprendre assez bien ça. Alors quand on entend le bruit du moteur, vous savez, c'est le fameux niaon. D'accord? Alors pourquoi ça fait un bruit aigu, puis grave, ou grave, puis aigu? Ben ça peut se comprendre. Vous voyez les ondes qui sont émises, hein, vous savez qu'une onde, ce qui la caractérise, enfin une de ses caractéristiques, c'est la longueur d'onde du bruit. La longueur d'onde, ben, c'est la différence, la longueur entre deux maxima successifs. D'accord? Donc c'est ça. Et vous savez que cette longueur d'onde, ici du bruit, d'accord, c'est donné par le rapport de la vitesse par la fréquence ou par le produit de la vitesse par la période de cette onde. D'accord? Alors ici, la vitesse, c'est la vitesse du son, d'accord, qui se propage. Dans l'air, c'est 300 mètres par seconde, par exemple. D'accord? Vous pouvez faire cette expérience avec un tonnerre, hein, vous pouvez calculer comme ça la distance avec l'éclair. Bon. Et donc, en mesurant comme ça la différence de longueur d'onde, vous pouvez voir que dans ce cas-là, les ondes qui sont devant, d'accord, à cause du mouvement de la source, les ondes qui sont devant ont une longueur d'onde qui est réduite, d'accord, et les ondes qui sont derrière ont une longueur d'onde qui est étirée. Du coup, le bruit qu'on entend avant que la voiture arrive à une longueur d'onde plus petite, donc une fréquence plus grande, parce que c'est l'inverse. Vous savez que quand on... Hein, ça marche. Hein. Donc c'est plus aigu, parce qu'une fréquence plus grande, c'est un son plus aigu. Et quand la voiture est passée, on entend un son plus grave, parce que la longueur d'onde est plus grande. OK? Donc ça va, c'est cool. Très bien. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je vais vous expliquer qu'une source d'onde en mouvement, par rapport à nous, d'accord, eh bien, il y a un effet dû à la vitesse de cette source quand on va recevoir ces ondes. Alors si la source se rapproche de nous, on va avoir un décalage, enfin les ondes vont être plus petites, la longueur d'onde va être plus petite, et si la source s'éloigne de nous, ben, les longueurs d'onde vont être plus grandes. Alors il faut savoir la longueur d'onde qui a été émise par la source, d'accord? Mais ça, vous allez voir qu'on va s'en sortir. Et pour savoir la longueur d'onde qui a été émise, eh bien là, vous savez que les galaxies émettent de la lumière, d'accord, essentiellement, et que cette lumière se décompose. Hein, vous savez que la lumière se décompose, c'est Newton, donc c'est super vieux. Hein, Newton a montré que la lumière, par exemple, du Soleil était décomposée en diverses autres ondes, hein, qu'on appelle les ondes du visible. Hein, il y a diverses couleurs, en fait. Et quand on regarde précisément, on s'aperçoit que si, par exemple, on met ici du gaz, etc., ce gaz peut absorber une partie de la lumière et ça va mettre en évidence ce qu'on appelle le spectre. Et alors là, j'aimerais bien vérifier quelque chose. J'aimerais savoir si vous savez ce que c'est le spectre d'un atome. Donc vous allez prendre votre téléphone et vous allez répondre aux questions suivantes. Donc on va poser la question, donc on va revenir à l'accueil. Je vais ouvrir la question. Normalement ça marche. Qu'est-ce que le spectre d'un atome? On va mettre la projection, et normalement, sur vos téléphones, vous devriez avoir cette question qui est posée, d'accord? Et vous avez un certain nombre de réponses qui sont proposées. Alors, est-ce que le spectre d'un atome, c'est une propriété du noyau de cet atome? Est-ce que c'est l'ensemble du rayonnement correspondant aux transitions de ces électrons entre les différents états d'énergie accessibles? Vous voyez, il faut cogiter un peu, hein. Est-ce que c'est l'ensemble des longueurs d'onde associées aux interactions entre les protons et les neutrons de cet atome? Est-ce que c'est l'ensemble des fréquences permettant d'extraire les électrons de cet atome? Ne riez pas. Est-ce que c'est les valeurs de E égale mc2 correspondant à E égale h nu? Donc on va dire que vous avez 30 secondes, parce que là c'est une question simple, hein, pour vous exprimer. N'ayez pas peur, hein, personne ne vous voit appuyer sur vous cacher, vous mettez comme ça, n'ayez pas honte. Hein. On ne vous fera rien. C'est juste pour voir, parce que
dans toutes les conférences, j'aurais dû noter, dans toutes les conférences, on vous a parlé du spectre des atomes ou du décalage, etc. Est-ce que vous savez réellement ce que c'est? Parce que si vous ne savez pas ce que c'est, ben, ça ne va pas le faire, parce que tout est basé là-dessus, en fait. Et donc, voilà, là, on va enfin savoir si ce qu'on vous dit, ça a un écho ou pas. Alors, ça a l'air de marcher, hein, Bruno, hein. On a au moins 110 personnes qui sont connectées par un satellite jusqu'à Paris. Il y a un mec à Paris qui pédale, hein, parce que sinon ça ne marche pas. Donc on va arrêter le vote. 5, 4, 3, 2, 1. Ben oui, parce qu'il y en a qui sont en train de regarder des films X. J'arrête le vote. Et donc, on va regarder ce que vous avez dit. Alors, la bonne réponse, c'était la réponse D. Non, ça, c'est dans une blague. C'était la réponse 2. Voyez, alors, je tiens à vous féliciter. Vous êtes relativement fort. Hein. Alors, c'est une question qui est de niveau. Maintenant, je pense que ça va être en M2 qu'on apprend ça avec les réformes successives. Hein. Moi, j'ai appris ça quand j'étais en seconde, je pense. Non, je déconne. Hein. Je déconne, ça doit être, je pense que c'est en terminale qu'on doit apprendre ce genre de choses, ou première. Donc il y a 58 personnes qui, alors ça c'est bien, oui, on rigole pas là. Hein. J'ai pas mis des réponses complètement délirantes parce que c'est sérieux, quoi. D'accord ? Vous représentez le festival de Florence, parce que je vous ai pas dit, mais il va y avoir un Cyber World Tour. C'est-à-dire que j'ai déjà un certain nombre de dates qui sont prévues dans des lycées essentiellement, hein, parce que c'est là qu'on apprend des choses, en dehors du festival. Et donc, il va y avoir une grande compétition et le site qui aura le plus grand nombre de réponses sera récompensé par, je ne sais pas, il faut que je négocie avec la directrice de l'ENSTA. Elle est sympa, de toute façon. Alors, je ne sais pas ce que ça sera, mais il y aura un cadeau. Donc, c'est bien. Vous n'êtes pas complètement nuls. On peut continuer. Donc, vous savez à peu près, hein, une grosse majorité des gens savent ce que c'est que le spectre d'un atome. On peut continuer. Donc, les atomes sont essentiellement composés les galaxies sont essentiellement composées d'atomes d'hydrogène pour des raisons cosmologiques, ça on a bien compris. De toute façon, quand on fait le spectre d'un atome avec un prisme, hein, vous faites passer la lumière que vous recevez de la galaxie dans un prisme, et qu'est-ce que vous observez? Ben, vous observez le spectre de l'hydrogène. Donc on s'est dit, ben, il y a de l'hydrogène. Seulement, il y avait un petit problème, c'est que ben, ces raies qu'on observe là, qui sont les raies de l'hydrogène, les raies d'émission, eh bien, quand on zoome là-dessus, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas exactement à la bonne fréquence. Vous voyez, dans un laboratoire, que vous faites un laboratoire de physique, hein, le spectre de l'hydrogène, cette raie-là, elle est à 486 nanomètres. C'est la raie H-alpha. Et là, pour la galaxie, elle n'est pas à 486 nanomètres, elle est à 488. Alors, vous allez dire, oui, c'est parce que le mec qui a fait les mesures, il avait bu un coup, il en avait marre, sa copine, elle s'était barrée, enfin, je sais pas. Alors, c'est peut-être une raie, alors vous regardez avec une autre raie, ben, c'est pareil, d'accord ? Quand vous regardez, toutes les raies sont décalées, en fait, le spectre est globalement décalé, d'accord ? Et l'interprétation qu'on donne de ce phénomène, parce que ça, c'est vrai pour une galaxie, mais c'est vrai pour toutes les galaxies, le spectre est globalement décalé. Donc ça, c'est super facile à obtenir, hein. Vous prenez un télescope, vous allez voir Patrick Lécureuil à la ferme des étoiles, vous prenez le gros télescope, vous captez la lumière d'une galaxie, vous mettez un prisme, ou un truc un peu mieux, hein, parce qu'un prisme, c'est pas terrible, vous mettez un spectromètre, et vous obtenez cette courbe, ensuite vous faites un zoom, et vous obtenez ça, et vous en déduisez le décalage de la fréquence correspondante à cette raie de l'atome hydrogène. Et donc vous pouvez vous-même, à la ferme des étoiles, faire cette mesure. Tout le monde peut faire cette mesure, c'est très simple. D'accord ? Et donc comme on avait observé déjà plein de galaxies, ben on a fait ça pour plein de galaxies, hein, je vous dis, c'est un travail un peu chiant hein, quand même, mais bon, ça a été fait. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Que toutes les raies sont décalées vers le rouge. Donc ça veut dire, hein, on interprète ça comme, en fait, comme je vous l'ai dit, vers le rouge, ça veut dire que la galaxie s'éloigne de nous, les longueurs d'onde grandissent et les fréquences diminuent, d'accord ? Ça veut dire que cette galaxie s'éloigne de nous. Alors on peut calculer la vitesse parce qu'on peut calculer hein, l'agrandissement, l'élargissement du spectre. Le décalage en fréquence est relié à la vitesse. Hein, c'est un petit calcul qui a été fait par Doppler à la fin du 19e siècle. Et donc on peut en déduire que cette galaxie qui est là s'éloigne de nous à une vitesse de l'ordre du millier de kilomètres par seconde. Waouh!
1000 km par seconde, c'est-à-dire en une seconde, pof, elle a traversé la France. D'accord? Alors, c'est beaucoup plus grand que la France, ça, mais 1000 km par seconde, c'est vachement balèze, quoi. D'accord? Alors, on a fait ça pour plein de galaxies. Et donc, en plus d'avoir un catalogue de distance de ces galaxies, on avait maintenant un catalogue de vitesse de ces galaxies. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, on a observé, on en a déduit que l'univers est en expansion. Alors, comment on a fait? C'est là que, donc, c'est les deux mesures dont je vous ai parlé, là, je pense que c'est à peu près clair. Vous pouvez même vous-même les faire, si vous avez un télescope, un prisme, etc. Les petits calculs que j'ai faits, c'est pas compliqué. Donc ça, c'est facile à faire, il suffit d'avoir du temps, ou alors vous achetez des esclaves, ou vous débrouillez, hein, c'est facile à faire. Comment on en déduit maintenant de ces mesures que l'univers est en expansion? Là, vous allez voir qu'en fait, c'est pas très dur à comprendre. Donc la compilation de toutes les mesures a été faite par Hubble en 1929. Donc il fait un diagramme. Il trace en abscisse la distance mesurée par les diverses méthodes que j'ai évoquées. Il trace en ordonnée la vitesse mesurée par le décalage des raies de l'atome hydrogène. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve ça. Des points. Chaque point, c'est une galaxie. D'accord? Et vous voyez que ces points, il se dit, waouh, ces points, ils sont alignés. OK. Donc vous voyez que, avant 1950, tout le monde se foutait de la gueule des astrophysiciens. Le mec, il arrive, il dit, ouais, là, les points, ils sont alignés. Alors, j'ai pas mis de barre d'erreur, c'est une erreur grossière, hein, parce que si j'avais mis les barres d'erreur, là, vous seriez parti en courant, parce que les barres d'erreur, elles commencent là, et elles finissent là. D'accord? Et puis, ici, par là. Alors non, en vitesse, c'est assez précis, c'est en distance que c'est complètement pourri. D'ailleurs, les mesures de distance, là, j'ai mis les mesures de distance faites par Hubble, en faisant l'hypothèse que toutes les galaxies étaient semblables. Hein, c'est ça qu'il faut faire pour avoir la distance. C'est complètement foireux. Mais en faisant cette hypothèse foireuse, il a trouvé quand même un truc qui était à peu près aligné. Alors qu'est-ce qu'il a déduit de ça? Comment se fait-il qu'une galaxie qui est d'autant plus loin s'éloigne de nous d'autant plus vite? Première hypothèse, on pue. Bah oui, quand vous êtes à côté d'un mec qui pue, vous vous éloignez, et puis vous le dites à vos amis, putain, lui il pue, casse-toi. D'accord? Bon. Enfin, je ne vois pas pourquoi on puerait, on est une galaxie, d'accord? Ça ne veut rien dire. Vous voyez, quand je vous dis, il faut expliquer ça maintenant. On a trouvé ça, tout le monde peut faire ça, maintenant il faut l'expliquer. C'est ça le truc. Et il faut l'expliquer, vous pouvez dire aussi, ouais, c'est des mecs qui nous font croire que machin. Non, on n'a pas le droit. Hein. En 6e siècle avant Jésus-Christ, on nous a expliqué qu'on n'avait pas le droit de recourir au mythe. On ne peut pas dire que... Donc il faut expliquer ça. Et pour expliquer ça, je vais vous montrer une méthode que il a fallu cogiter. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, quand on a une relation linéaire entre la distance et la vitesse, on peut en déduire qu'il y a quelque chose qui est en expansion. Alors suivez ce petit raisonnement. Prenez un ressort. Vous savez ce que c'est qu'un ressort? Tout va bien. C'est des spires. Hein. Et puis vous accrochez, il ne faut pas que je me casse la gueule là, vous accrochez sur les spires du ressort des billes. D'accord? Vous accrochez une bille à égale distance. Hein. Vous laissez une spire, vous accrochez une autre bille, vous laissez une spire, hein, et vous avez une bille rouge, une bille bleue, une bille jaune. Jusque-là, ça va. Et puis, vous étirez le ressort. Hein, vous imprimez une expansion au ressort. OK? Et alors, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de vous montrer un seul ressort, je vais prendre une collection de ressorts et je vais les étirer en même temps. D'accord? Et toutes les secondes, je vais arrêter l'expansion de chaque ressort. Comme ça, on aura sur une seule image le film de l'expansion au cours du temps. OK? Vous avez suivi? C'est parti. Donc ça, c'est encore un extrait du film. Hein. Vous pourrez revenir, le voir tranquillement. Vous l'installez dans vos toilettes, ça vous motivera. Vous voyez, chaque seconde, j'arrête le ressort, d'accord? Et puis voilà, j'observe, je mets ce que j'observe. Donc le ressort est en expansion, bon, on peut continuer là. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les billes s'écartent les unes des autres. Elles ne bougent pas en fait, hein, elles sont attachées au ressort. C'est le ressort qui est en expansion. Okay? Et puis vous vous mettez dans le référentiel de la bille rouge, parce que vous êtes là, c'est de là que vous observez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un diagramme d'espace-temps. Pourquoi? Parce que le temps, hein, vous avez vu, c'était 1 seconde, 2 secondes, etc. Et puis là, c'est l'espace, hein, on a étiré le ressort. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Depuis la bille rouge, hein, j'ai incliné le système pour qu'on voit depuis la bille rouge. Hein, la bille rouge ne bouge pas, elle est au même point de l'espace. D'accord? Par contre, dans le temps, elle se déplace aussi.
vous avez ici la pente de la droite, donc l'inclinaison de la droite, qui est le rapport entre un espace divisé par un temps, ça vous donne une vitesse. Et vous voyez que, vu de la bille rouge, la bille bleue est sur une droite qui a une pente qui est une pente moitié qui était la moitié de celle de la bille jaune. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, vu de la bille rouge, qui est immobile, puisqu'on s'est mis dans le référentiel de la bille rouge, la bille bleue s'éloigne 2 fois moins vite que la bille jaune. Mais en fait, elle ne s'éloigne pas. Elle n'a pas une vitesse. D'accord ? C'est simplement parce qu'elle est attachée à un ressort qui est en expansion. Vous voyez que quand on a quelque chose qui est immobile sur un support qui est en expansion, à vitesse constante, d'accord ? Eh bien, ce qu'on observe, c'est exactement ce qu'on a observé pour les galaxies. C'est-à-dire que plus on est loin, plus on s'éloigne vite. D'accord ? Mais c'est exactement ce qui se passe pour les galaxies. Sauf qu'on est en 3D. Hein. En 3D, ça donne des choses plus compliquées. Regardez les films. Hein. C'est beaucoup plus difficile à imaginer, parce que c'est beaucoup plus difficile d'imaginer un espace à 3 dimensions. Mais c'est exactement ça. Vous voyez que la bille rouge, en fait, ne bouge pas. La bille bleue, elle n'a pas une vitesse propre. Elle est simplement posée sur un support qui est en expansion. D'accord ? Bien sûr, le ressort, il n'existe pas. Non. D'accord ? C'est l'univers lui-même qui est en expansion. Okay ? Mais les points sont... Et alors, vous voyez aussi autre chose qui est très importante, c'est que si je m'étais mis dans le référentiel de la bille bleue, j'aurais vu la bille jaune et la bille rouge s'éloigner de moi à la même vitesse. Parce qu'au début, elles étaient à une distance identique de moi. D'accord ? Donc, au plus vous êtes loin, au plus vous éloignez vite. Il suffit de faire une petite expérience. Alors, est-ce que vous allez me dire, oui, mais donc là, ça marche. Donc, on peut interpréter. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui marchent ? Alors, il y a plein de trucs qui marchent. Le problème, c'est qu'il y a plein d'autres observations, hein, Aurélien en a parlé, il y a plein d'autres observations qu'on peut faire sur la nucléosynthèse des éléments, etc., qu'il faut aussi expliquer et qui sont en accord avec l'expansion. Mais disons que la première chose qui nous a conduit à penser, à imaginer que l'univers était en expansion, c'est cette expérience de mesure de vitesse en fonction de la distance, et c'est l'interprétation la plus simple qu'on peut faire, et ça marche. Si vous avez d'autres idées, on compte sur vous. Hein. D'accord ? Donc voilà comment on peut, voilà ce que ça veut dire quand on dit que l'univers est en expansion. C'est comme si à une dimension on était posé sur un ressort qui était tiré. Alors, vous allez tout de suite me dire, qui est-ce qui tire le ressort, etc., etc. On a des modèles qui nous expliquent ça. Alors, en 1929, l'univers est donc en expansion, c'est l'interprétation de la courbe de Hubble. Alors, qui est-ce qui trouve, qui fait... on avait déjà des théories qui expliquaient ça. Par exemple, Alexander Friedman, à partir de la relativité générale, il arrive à cette conclusion. L'abbé Lemaître, on vous en a déjà parlé. Puis il y en a un qui avait déjà trouvé ça aussi, c'est Albert Einstein. Le problème, c'est que lui, il n'était pas d'accord. Alors, il y avait aussi Joséphine Baker, mais elle n'en avait rien à foutre. Mais elle était de cette époque. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis sur la photo. Alors, eux deux, là, c'était des théoriciens, ils étaient favorables à l'expansion de l'univers. Ils disaient que dans les équations de la relativité générale, normalement, on doit trouver l'expansion. Einstein avait trouvé cette possibilité, mais lui, ça ne lui convenait pas. L'univers ne peut pas être en expansion, on le verrait, ça aurait des conséquences. Et donc, il a essayé de trouver dans sa théorie quelque chose pour arrêter cette expansion. C'est là qu'il a inventé la constante cosmologique. Je vous renvoie au film pour avoir plus de détails. Et finalement, c'est Hubble, donc en 1929. Avant 1929, on n'avait pas vraiment d'observation. En 1929, on a la courbe que je vous ai montrée. Et donc, Einstein reconnaît son erreur. C'est la plus grande erreur de ma vie. C'est ce qu'il dit. D'accord ? Joséphine Baker a dû être d'accord, je pense. Et à partir de là, tout le monde était d'accord, l'univers était en expansion. Alors, on a des modèles, notamment de Eddington et surtout de Milne, qui sont très intéressants parce qu'en fait, on arrive à voir et à comprendre tout ça. Et donc, maintenant, je vais essayer de vous expliquer très rapidement, parce que je vois que l'heure avance, les modèles qui sont utilisés, donc c'est essentiellement la relativité générale. Aurélien Barraud en a parlé tout à l'heure, cette histoire de courbure, on vous en parle, mais est-ce que vous avez vraiment conscience de ce que ça représente ? Et d'abord, cette gravitation, on vous dit oui, la gravitation, c'est en 1 sur R2, d'ailleurs c'est ce qui est au programme, c'est écrit dans les livres et tout, mais comment on en est arrivé à ça ? Et comment on passe de la force de Newton à la relativité générale ? Vous allez voir qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Vous savez que tout a commencé avec une histoire de pomme. D'accord ? C'est Newton qui parle de ça, donc c'est encore un extrait du film. Enfin, c'est de l'épisode 2, là. Donc une pomme est sur un arbre, elle est immobile. Et Newton, ce qu'il comprend, c'est que si
la vitesse d'un corps varie, c'est qu'il est soumis à une force. Donc au début, la pomme, elle est sur l'arbre, d'accord, puis elle ne bouge pas. Donc si elle ne bouge pas, elle est immobile, elle est soumise à aucune force. Et puis vous attendez un petit peu, puis elle va mûrir, et puis elle va finir par tomber. Donc, c'est qu'elle a subi une force, puisque sa vitesse était nulle, elle a varié. D'accord ? L'idée de Newton, c'est de comprendre que ce qui faisait tomber les pommes, ça pouvait aussi s'appliquer ailleurs. Et quand vous montez en altitude, vous arrivez, donc vous sortez de Florence, c'était une pomme à Florence, vous sortez comme ça, vous voyez apparaître la Terre. Vous voyez, Josley, c'est pas un rigolo. D'accord ? C'est pas moi je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. D'accord ? Et alors, je ne l'ai jamais vu en vrai, uniquement par téléphone et par mail. Enfin, c'est un fou furieux, ce mec. Enfin, bon. Donc, quand vous vous éloignez un petit peu de la Terre, vous voyez la Lune, d'accord ? Et là, Newton a une idée géniale. Il se dit, si la Lune n'était pas soumise à une force, sa vitesse ne varierait pas. Et donc, elle irait tout droit. D'accord ? Donc, à un instant donné, à une certaine vitesse, et donc elle va tout droit. En fait, vous savez que si elle allait tout droit, ça ne serait plus un satellite de la Terre. D'accord ? Elle irait tout droit et puis on ne la verrait plus. Or, vous savez qu'on la voit toujours. Et on la voit toujours parce qu'en fait, elle tourne autour de la Terre sur une orbite circulaire. Et donc, si elle tourne sur une orbite circulaire, c'est qu'elle est tombée d'une certaine hauteur. D'accord ? Et donc, l'idée de Newton, ça a été de dire que ce qui a fait tomber la pomme sur la Terre, ce qui a fait varier sa vitesse, c'est la même chose que ce qui a fait varier la vitesse de la Lune. C'est pour ça qu'il appelle ça la gravitation universelle. Et il va même plus loin, d'accord ? Il mesure l'effet de la gravitation sur la pomme et sur la Lune, et en comparant les effets, et en prenant en compte les distances relatives, il arrive à sa relation en 1 sur R2. D'accord ? Alors vous savez que la distance de la Lune, c'est 384 000 km. Donc le cercle, c'est un rayon de 384 000 km. Vous pouvez calculer la vitesse de la Lune. La vitesse de la Lune, c'est facile. La Lune fait un tour de la Terre à peu près 1 mois. D'accord ? Elle parcourt une distance qui est égale à 384 000 km multiplié par 2π, c'est la circonférence d'un cercle. Donc vous divisez la distance par le temps, vous avez la vitesse, et vous trouvez un nombre magique qui est 1 km par seconde. D'accord ? Donc la pomme, elle est tombée pendant 1 seconde, elle a varié de 5 mètres. Vous pouvez faire l'expérience. En 1 seconde, la pomme tombe de 5 mètres. Et alors, la question que je vous pose là, donc là, vous voyez que facilement, il y a 1 km pour 1 seconde, d'accord, puisqu'elle va à 1 km par seconde. Là, vous voyez un magnifique triangle rectangle, et donc vous pouvez calculer la hauteur de chute. Et donc, on va pouvoir passer à la deuxième question. Alors là, on va moins rigoler. Alors, je reviens. Deuxième question. Je l'ouvre. Je mets en projection. De quelle longueur la Lune s'écarte-t-elle d'une trajectoire rectiligne, d'accord, pour rester sur son orbite circulaire à cause de la gravitation? Donc je suis en train de vous demander la hauteur de chute. Ok ? Alors si vous avez vu le film, c'est dit explicitement. Si vous avez suivi mes cours, c'est dit explicitement. Si vous réfléchissez un petit peu, c'est dit explicitement. Alors les réponses, vous voyez, c'est des ordres de grandeur. Il faut avoir des connaissances précises. Vous connaissez la taille caractéristique d'une grosse molécule, vous connaissez l'épaisseur. Vous allez dire, ça dépend de la marque. Je suis d'accord, mais bon. Le record du monde sur la perche, alors c'est la semaine prochaine qui va être battu, donc c'est toujours à peu près ce que vous imaginez. Alors là, il ne faut pas qu'il vienne m'emmerder, lui. C'est pénible, ces trucs-là. Alors vous pouvez discuter avec vos amis, ça s'appelle l'instruction par les pairs. Alors, ça dépend, il faut que ça soit un pair correct, d'accord ? Alors, à peu près la distance entre Marathon et Athènes, vous voyez ce que je veux dire, ou alors le quart du diamètre de la Terre.
Alors j'espère que le Wi-Fi fonctionne. Là, vous êtes un peu plus hésitant. Mais il faut faire des calculs, hein. Alors, soit vous le savez, soit vous ne le savez pas. Si vous ne le savez pas, vous pouvez imaginer, hein. Alors le calcul, c'est un peu... Alors, si vous êtes fort en calcul mental, vous avez les chiffres de tout à l'heure. Si vous avez... Enfin, terminé. J'arrête le vote. Vous pouvez continuer tant que je n'ai pas fait le bouton là. Alors bien sûr, tout est enregistré, hein. Résultat. Ouais. Bof. Ben, c'est parce que vous n'avez pas vu la vidéo. Alors, c'est pas complète. 6 mètres, bon, on peut pas trop vous en vouloir. Non, déjà, là, c'est plus grave, hein. Donc, ceux qui sont à côté de personnes qui ont répondu ça, le quart du diamètre de la Terre, c'est-à-dire si c'est ça, la Lune, on va se la prendre sur la gueule bientôt, hein. D'accord ? Les kilomètres aussi, bon, grosso modo, vous n'êtes pas trop loin du résultat. En fait, la bonne réponse, c'est 1,35 mm. 1,35 mm. Donc c'est ce qu'a trouvé Newton en faisant le calcul. D'accord ? Donc si on fait le bilan, la Lune est à 384 000 km, d'accord ? La pomme est à 6400 km du centre de la Terre. Elle tombe de 5 mètres, donc la Lune tombe de 0,14, 1,4 mm, d'accord ? Vous voyez que pour passer de là à là, il faut multiplier par 60, et pour passer de là à là, il faut diviser par 60 au carré. Et donc Newton en déduit que la force de la masse de la Terre sur la masse de la pomme, ou la masse de la Lune, est inversement proportionnelle au carré de la distance. Alors il met des masses, hein, parce que si vous n'avez pas de masse, vous n'avez pas de gravitation, pas de bras, pas de chocolat, d'accord ? Voilà comment Newton a fait. Vous voyez, il ne s'est pas réveillé un matin en disant « ouais, la gravitation, c'est comme ça ». Non, non, non. Il a fait des mesures, il en a déduit ce truc. Ok ? Je vous laisse regarder les vidéos pour avoir plus d'informations. Alors, on sait maintenant que la gravitation est inversement proportionnelle au carré de la distance. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire tourner des lunes pour comprendre comment on peut arriver à la relativité générale. Vous allez voir que c'est assez simple. Donc là, j'ai mis une lune, la lune normale, hein, qui est en orbite à peu près circulaire. Donc la vitesse de la lune, elle ne varie pas, puisqu'elle est toujours à la même distance. Ce qui est représenté, là j'ai mis une lune qui a un peu plus d'énergie, donc elle va de temps en temps plus vite et de temps en temps moins vite, quand elle est moins loin, etc. Et là, elle a encore plus d'énergie, donc sur une orbite encore plus elliptique. Ce que j'ai représenté en bleu ici, en fait, c'est le champ de gravitation. C'est-à-dire, c'est quand vous regardez la variation des couleurs, là, en fait, vous avez, au plus la couleur varie, au plus le champ, la force est forte. D'accord ? Et l'idée, c'est de représenter ce champ de gravitation, ou la force de gravitation, qui s'en déduit, en 3 dimensions. Et alors là, vous voyez apparaître quelque chose de tout à fait intéressant. Vous voyez que la Lune qui tourne sur une orbite circulaire, on dirait que c'est une orbite très particulière. Là, elle est juste en équilibre, comme ça. Sa vitesse ne varie pas. Par contre, vous voyez que celle dont la vitesse varie, on a l'impression qu'elle tombe dans un trou. Et quand elle tombe dans un trou, en fait, elle accélère. Vous voyez, là, elle est là. Puis là, elle va tomber dans le trou de potentiel, en fait, et puis elle va accélérer. Elle va acquérir de la vitesse, et sa vitesse va juste la faire rouler sur le potentiel de gravitation, et la faire changer de direction. En fait, elle va suivre ce qu'on appelle une ligne de plus grande pente, d'accord ? Et elle va ressortir et rester sur son orbite. Voilà exactement ce qu'on entend par la gravitation, c'est la courbure de l'espace. Vous voyez, c'est un concept, hein ? D'accord ? Il faut simplement, au lieu d'avoir de conserver cette orbite plane dans laquelle on a les vitesses qui varient, si vous voyez maintenant, si vous déformez l'espace en fonction de l'intensité du champ de gravitation, ce qui a été fait exactement ici, eh bien vous voyez que la Lune se déplace sur une ligne droite sur cette surface courbe, d'accord ? Et c'est exactement la même chose que vous auriez obtenu si vous aviez pris un drap, d'accord, avec un trou qui est là, la Lune, la bille, hein, va suivre une ligne de plus grande pente. Cette ligne de plus grande pente, c'est ce qu'on appelle une géodésique. Voilà ce que c'est que la gravitation, et donc c'est Einstein qui va imaginer ça. Vous voyez que là, c'est que de la mécanique classique, là. Hein. Déjà en mécanique classique, en ayant cette idée de donner une 3e dimension pour visualiser la variation de la vitesse comme la propagation sur quelque chose de courbe, eh bien on va pouvoir identifier la courbure de cette surface à la couleur qui est là, et la couleur qui est là, c'est le champ de gravitation.
Donc ça, c'est Einstein en 1906, d'accord? Et il va lui falloir quand même presque 10 ans pour arriver à la formulation complète de la relativité générale. Alors, la relativité générale est passée d'abord par la relativité restreinte. La relativité restreinte, ça c'est juste pour vous montrer la qualité des films. Il y a des choses qui se passent qui sont tout à fait incroyables. Par exemple, si vous prenez en photo un objet qui va très vite, qu'est-ce qui se passe? Vous installez un appareil photo, d'accord? Il faut lancer le truc. Donc vous installez un appareil photo. Dans la première situation, Ici, nous fixons l'appareil. vous avez un appareil photo fixe, il prend en photo une voiture qui passe à vitesse de la lumière sur 3. Hein, là, ça a été un peu calmé. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous avez l'impression que la voiture a été rétrécie. C'est des vrais calculs, hein, c'est des images un peu. Et là, vous avez l'appareil photo qui suit la voiture dans le même référentiel que la voiture. Et qu'est-ce que vous voyez quand vous prenez la photo au moment où elle passe devant les autres? Vous avez l'impression que la voiture, bon, elle a un aspect normal. Par contre, ce que vous voyez, ben, c'est les voitures et tout le décor qui est autour qui est en fait déformé. Donc ça, c'est une des conséquences de la relativité d'abord restreinte. On a un effet, d'accord, quand on se déplace vite, un effet sur les longueurs et sur le temps. Alors, pour avoir toutes les explications sur ces effets, tout est expliqué dans les films, c'est l'épisode 2. Donc ça vient avec la relativité générale. Le temps, l'espace sont affectés par cette nouvelle théorie. Oui, mais je vous rappelle qu'on avait vu que le temps et l'espace, c'était les deux axes des coordonnées du système dans lequel on avait mesuré l'expansion de l'univers. Et donc cette théorie qui apparaît, c'est la théorie dans laquelle il faut se placer pour expliquer tout ça. Et alors à partir de là, ben, les gens vont se mettre dans cette théorie et ça va être la grande fête. Alors je vais accélérer un petit peu pour vous montrer les différentes choses qu'on a obtenues. En fait, les propriétés géométriques de l'univers sont modelées par son contenu. C'est ça ce qui va sortir de cette théorie qui déforme les longueurs dans l'espace-temps. Par contre, les propriétés topologiques, hein, ça c'est André qui en a parlé cet après-midi, ne sont pas fixées. Donc vous avez entendu dire par exemple que l'espace dans lequel on vit est plat. Donc voilà, vous avez ici un espace plat. Un espace plat, c'est un espace dans lequel les droites parallèles ne se coupent jamais. Si vous prenez 3 points dans cet espace et vous tracez un triangle, ben la somme des angles fait 180 degrés. Oui, mais ça n'est qu'un espace plat. Il y en a plein d'autres d'espaces plats. Je vous en montrer un. Ceci aussi est un espace plat. Donc il se pourrait très bien qu'on vive dans un univers qui soit comme ça. Alors là, c'est un truc à 2 dimensions que je vous ai montré. On pourrait vivre dans un cylindre à 4 dimensions. Mais on pourrait aussi vivre dans un machin comme ça. Alors ça, c'est quoi? En fait, c'est un univers qui est périodique. Il y a des trucs sur lesquels Roland Lehoucq a travaillé il y a quelques années, Jean-Pierre Luminet, Jean-Philippe Uzan. Vous voyez, dans ce genre d'univers, ben, ils sont périodiques. Alors là, on a mis une terre pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe. Vous déplacez dans cet espace et vous avez des espèces de bords périodiques. C'est-à-dire quand vous rentrez par là, vous rentrez dans un autre, ça s'appelle des chambres. D'accord? Donc ça, c'est un espace plat, d'accord, qui pourrait très bien être l'univers dans lequel on vit. Et on peut mesurer qu'il est plat par plein d'expériences, mais il n'y a rien qui nous renseigne sur sa topologie. D'accord? On pourrait très bien vivre dans un espace comme ça. Alors, on a fait des mesures pour savoir si on était dans un espace qui était comme ça. Et ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que la taille de ce cube-là est plus grande que l'univers observable. D'accord? Mais l'univers pourrait très bien être comme ça. Vous voyez, l'univers, quand on vous dit l'univers est plat, ouf, on a de la chance, mais en fait, et encore je vous ai montré que des espaces plats simples, parce que des espaces plats compliqués, ben, ça donne envie de vomir. Hein. D'accord? Alors, est-ce qu'il est vraiment plat? S'il n'est pas plat, il y a plein d'autres possibilités. Il y a des univers extraordinaires quand c'est pas plat. Je ne rentre pas dans plus de détails. Vous voyez qu'on peut arriver à des choses vraiment jolies. À partir de là, on a aussi observé, puisque ça c'est facile, hein, il suffit de regarder, que l'univers est homogène et isotrope. Alors ça, on s'en aperçoit il y a très très longtemps, hein, ça c'est la surface de dernière émission, au moment où il y a eu un découplage entre la matière et le rayonnement. Plus près de nous, donc ça c'était quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, plus près de nous, quand on fait des sondages de galaxies, on s'aperçoit que la répartition des galaxies est toujours aussi homogène et isotrope. Homogène et isotrope, ça veut dire que quand vous prenez un morceau, là, ben, il y en a autant dans toutes les directions, et là, dans un volume, il y en a partout pareil. D'accord? Vous voyez, c'est homogène et isotrope, c'est homogène et isotrope. L'univers semble homogène et isotrope depuis très longtemps, et il semble le rester. D'accord? Et donc à partir de là, quand on prend en compte un univers homogène et isotrope, et plat,
on arrive à faire des modèles d'univers qui sont tout à fait intéressants, et je vous en montrer quelques-uns. Alors les premiers modèles, comment on fait pour faire un modèle d'univers? Je vous dis que le contenu de l'univers influence sa dynamique, la façon dont il va être en expansion. Alors quels sont les constituants qu'on met dans l'univers qu'on observe actuellement, puisque ça on l'observe, hein. On observe les effets, et alors il y a principalement 3 constituants dans l'univers, alors je les ai mis dans des bouteilles parce que j'aime bien ça. D'accord, il y a de la radiation dans la soupe cosmique, il y a de la matière noire. Vous avez peut-être une idée de ce que c'est la matière qui gravite. Et puis il y a aussi un truc un peu particulier, hein, alors on y croit, on n'y croit pas, de l'énergie noire. Alors vous mettez de la radiation, de la matière noire, de l'énergie noire dans l'univers, et ça crée l'expansion de l'univers. D'accord ? Ça suffit pour avoir un univers en expansion. D'accord ? Seulement, cette soupe-là, il faut la mélanger, elle est mélangée de façon complètement homogène, le résultat de ce mélange il est homogène, et les fluides que vous avez mis, là, les 3 fluides que j'ai mis, ils sont complètement sans interaction, c'est-à-dire ils ne se voient pas. Ils remplissent tout le volume possible, d'accord, et ils n'interagissent pas du tout. Voilà ce qu'on appelle le modèle cosmologique standard aujourd'hui. Vous avez un univers qui est homogène, isotrope, qui contient essentiellement 3 fluides qui n'interagissent pas entre eux. Ok ? Vous voyez, c'est relativement simple. Alors la solution qu'on obtient, donc vous mettez votre univers, vos 3 fluides, et qu'est-ce qu'on obtient? En fait, la différence entre ces 3 fluides, c'est qu'ils ne se diluent pas de la même façon dans l'expansion de l'univers. D'accord? Celui qui se dilue le plus vite, c'est la radiation, ensuite c'est la matière noire, et ensuite c'est l'énergie noire, parce que l'énergie noire, elle ne se dilue pas du tout. C'est un truc un peu particulier. Vous le mettez dans un volume, vous augmentez le volume, et il y a tout le temps la même quantité par unité de volume de cette énergie noire. Vous voyez, c'est un truc un peu particulier. Alors, on a des exemples en physique théorique qui ont ce genre de propriétés. Et pourquoi on rajoute ce genre de fluide dans la soupe cosmique? C'est parce qu'on en a besoin pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Alors, avec ces trois ingrédients sans interaction, voilà, c'est assez facile de comprendre ce qui va se passer. Au début, on a à peu près la même quantité de tout, sauf qu'il y en a un qui se dilue plus vite que les autres, et il y en a un qui ne se dilue pas du tout. Donc au début, celui qui... imaginons qu'il fasse très chaud, donc on a essentiellement de la radiation, mais ça se dilue très vite. Ensuite, l'énergie noire se dilue moins vite, et ensuite, la matière noire se dilue moins vite, et l'énergie noire ne se dilue pas du tout. Et donc, vous avez trois aires, l'ère de la radiation, dans laquelle on peut calculer le facteur d'expansion, le facteur d'échelle d'expansion, d'accord ? C'est quand c'est la radiation qui domine. Seulement, au bout d'un certain temps, la radiation se diluant plus vite que les autres, va être dominée par la matière noire. Et puis quand c'est la matière noire qui domine, finalement, on peut calculer le facteur d'échelle. On trouve ceci, d'accord ? On trouve ceci. Ça se dilue un petit peu plus vite. Et ensuite, quand c'est l'énergie noire qui se dilue, parce que celle-là va finir par passer en dessous parce qu'elle se dilue quand même, moins vite mais quand même, eh bien, ça va finir toujours par être l'énergie noire qui va finir par dominer si on attend suffisamment, parce qu'elle ne se dilue pas. Et quand c'est l'énergie noire qui domine, c'est pour ça qu'on l'a mise là, eh bien, vous avez une expansion accélérée. Voilà comment on peut résumer le modèle standard de la cosmologie. C'est très simple. C'est simplement un univers en expansion qui contient des fluides qui ne se diluent pas de la même façon. Donc quand vous augmentez le volume, celui qui domine, c'est celui qui va imprimer sa marque au moment où il domine, mais comme ça change au cours du temps, eh bien, vous avez différentes aires. Donc au début, c'était une ère radiative. Ensuite, là, c'est la recombinaison, dont je vous ai montré le fond diffus cosmologique. Là, c'est la domination de la matière noire qui a pris fin il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord ? Et maintenant, c'est l'expansion accélérée de l'univers, parce que c'est la constante cosmologique, ou l'énergie noire qui domine. Alors ça, c'est un modèle qui est on peut l'expliquer, c'est vraiment très simple. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Le truc qu'on nous raconte, là, c'est simplement une soupe où on met 3 fluides qui n'interagissent pas. Et c'est débile comme modèle. Pourquoi on fait un modèle? Alors d'abord, pourquoi on fait ça? C'est parce que ça a l'air assez en adéquation avec ce qu'on observe. Et puis aussi, une bonne raison, c'est parce qu'on sait résoudre les équations. Si on ne sait pas résoudre les équations, on ne peut pas trop trouver la solution et on ne peut pas confronter au modèle. Et donc on peut modifier ce modèle. Il y a plein de façons de le modifier. Et une des modifications qu'on a pu apporter, c'est que ces fluides ils vont interagir entre eux. Et alors ça, c'est ce qu'on appelle... Alors il y en a plein de façons de faire interagir ces fluides entre eux, c'est ce qu'on appelle les univers jungles.
Vous avez vu, c'est une sorte de compétition, hein. C'est celui qui va se diluer le moins vite. Sauf que si maintenant vous avez de l'interaction entre la matière noire et l'énergie noire, la matière noire et la radiation, ben, tout ça va changer. Et alors, ces univers jungles, hein, dans lesquels vous avez la compétition entre les espèces, voilà ce que ça donne comme solution. Donc vous avez eu la solution là, de l'univers standard de la cosmologie, ben, c'est ce qu'on appelle un big chill, c'est-à-dire un froid éternel, et on va tous mourir de froid dans un univers en expansion accélérée. C'est pas cool, quoi. C'est pas très glamour. Avec des univers jungles, c'est beaucoup mieux. Alors, vous mettez au départ une certaine quantité de matière noire, d'accord ? Voilà, vous mettez beaucoup d'énergie noire, un peu de matière noire, non, beaucoup de radiation, un peu d'énergie noire, un peu de matière noire. Vous les faites interagir les unes avec les autres, et voilà ce que vous obtenez dans ce genre d'univers. Vous voyez, la quantité relative, au lieu de s'atténuer, etc., il y en a un qui devient de l'autre, etc., et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, c'est beaucoup mieux. Alors qu'on a appelé ça, pour ceux qui étaient au fil vert, au fil jaune cet après-midi, on a appelé ça, alors quand ça se recontracte, là, on appelle ça un big crunch, on va tous mourir étouffés les uns contre les autres. Il y a le big chill, on va tous mourir de froid. Il y a le big rip, on va tous exploser en temps fini et tout ça. Ben ça, c'est le big boogie. On a appelé ça le big boogie parce que en fait, l'univers ne fait que tourner comme ça, dans tous les sens. On va tous finir complètement... Alors, le temps qu'il faut pour faire un tour, là, pour passer de l'un à l'autre, c'est des temps qui sont... on ne prend pas trop de risques, hein, c'est un modèle de théoricien. Nous, on est à peu près par là, c'est en accord avec les observations, et toute la suite, là, c'est le futur. Mais voilà comment pourrait être notre futur. Et la seule chose, je répète, la seule chose qu'on a changé dans ce modèle, c'est qu'on a donné la capacité, ce qui paraît vraiment la moindre des choses, aux composants de cette soupe cosmique d'interagir entre eux. Et voilà ce qu'on obtient. Alors on peut obtenir plein d'autres choses, hein. Je vous ai montré juste un modèle. Ces univers jungles là, c'est vraiment cool. Donc on finit dans un big boogie éternel et tout va bien. Donc on a parlé de l'avenir, hein. Au lieu de, moi je préfère mourir dans un boogie que mourir de froid. Un autre problème s'est posé, mais quand on va vers le début. Alors vers le début, il y a des théoriciens qui sont arrivés dans les années 70, c'est Penrose et Hawking, ils ont montré que dans toutes les solutions de la relativité générale, il y avait des singularités si on ne mettait pas de composantes qui violaient la relation d'énergie, etc. Donc la relativité, il y avait toujours des singularités. Alors les singularités, ça ne plaît pas aux physiciens, André en a parlé cet après-midi, et donc ça n'a pas été terrible, ça, parce que les mathématiciens se sont foutus de notre gueule, ouais, vous avez encore une théorie, mais comme vous êtes des porcs, vous avez des trucs pourris dans votre théorie et tout. Mais comme la relativité générale, c'est une théorie extraordinaire, on a essayé de la sauver. Et pour la sauver, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a fait appel à des Russes, Belinsky, Khalatnikov et Lifshitz, qui ont trouvé une solution qui est tout à fait envisageable. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'on appelle les univers de Bianchi avec des illustrations. Alors, dans ce genre de modèle, on peut relaxer l'hypothèse d'isotropie quand on va vers la singularité. Et donc, si on relaxe l'hypothèse d'isotropie, l'univers peut se comporter différemment dans les trois directions de l'espace. Alors ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer de façon homothétique, on peut se concentrer en se déformant. Et voilà ce qu'on a obtenu. Alors, quand on fait cette hypothèse, au lieu d'avoir une concentration homothétique, on a les trois axes qui sont indépendants, on a trois facteurs d'échelle, comme on dit. Et alors, quand on écrit les équations, ben, en fait, il y a 11 modèles, qu'on appelle les 11 modèles de Bianchi. C'est une vraie explosion de bonheur. D'accord ? Et je vais vous montrer un peu ce que c'est de façon illustrée, que la dynamique dans des univers de Bianchi. Et après, on va poser quelques questions. Alors, dans un univers de Bianchi, en fait, on peut montrer que les composantes, là, les A de T, les facteurs d'échelle dans ce modèle sont les coordonnées d'une bille dans un billard cosmologique. Alors dans le modèle de Bianchi 2, cette bille, elle fait un rebond sur une bande qui se déploie sous elle. Vous allez voir comme c'est magnifique. D'accord ? Elle se déploie sous elle. Donc ça, c'est les coordonnées de cette bille, c'est des facteurs d'échelle dans cet univers. Elle rebondit sur un billard qui se déploie et puis elle repart à l'infini comme ça. Donc là, la solution pour les facteurs d'échelle dans le... Alors, c'est pas très visuel là. Donc maintenant, je vais prendre cette solution que je vous ai représentée sur la forme d'un billard et je vais la faire appliquer à un objet qui serait dans un univers comme ça de Bianchi, qui s'approcherait de la singularité. Alors Joss, il m'a dit, ok, pas de problème, je vais faire une Mini Cooper. Et donc je vais vous montrer ce qui se passe si vous habitez si vous êtes au volant d'une Mini Cooper intergalactique au moment où vous approchez de la singularité dans un univers de Bianchi 2. Donc vous allez voir, donc les trois directions de l'espace évoluent de façon indépendante et voilà ce qui se passe.
ce qui se passe. Toc. Là, on va vers la singularité, donc vous êtes étiré dans une direction, puis, d'accord, vous avez un rebond de la bille et ça se traduit sur alors le volume total de la Mini Cooper diminue, mais vous allez commencer à être étiré dans une direction, puis vous êtes étiré dans une autre direction, et vous allez finir spaghettifié. C'est-à-dire que vous êtes étiré complètement dans une direction et complètement ratatiné dans les deux autres. Voilà ce qui se passe quand on s'approche de la singularité dans un univers de Bianchi 2. Alors ça, c'est pas cool. Hein. Finir spaghettifié dans un truc où il fait super chaud, au volant d'une Mini Cooper jaune, avec marqué un truc, on croit qu'on fait des rallyes, là, c'est pas cool. Est-ce qu'il y a d'autres univers de Bianchi? Oui. Un qui est super joli, c'est le billard de Bianchi 7. Au lieu d'avoir un billard qui est tout plat, voilà ce que c'est que le billard de Bianchi 7, et voilà ce qui se passe quand vous prenez votre bille univers qui évolue vers la singularité dans l'univers de Bianchi 7. Vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Donc elle commence par se diriger vers un truc, on dirait qu'elle va sortir, et puis là, on peut calculer qu'elle rebondit et qu'elle finit par rebrousser chemin après un certain nombre de rebonds, et se diriger vers la sortie, et là, elle va aller vers l'infini, au-delà, un peu comme Buzz l'éclair. Alors maintenant, je vous montre un peu ce qui se passe dans la voiture. Vous allez voir que c'est... Là, il faut pas avoir mangé trop de confit de canard avant. D'accord? Vous êtes dans la voiture, vous vous dirigez vers la singularité dans l'univers de Bianchi 7, et voilà ce qui se passe. C'est pour ça que les Américains qui ont repris ces modèles de Russes, vous savez comment ils ont appelé ces modèles? Les univers Mix Master. Parce que c'était en 70, c'était l'époque où les robots ménagers là, qui hachaient tout, là, et malaxaient tout pour faire du pain et tout, commençaient à sortir. Et on a appelé ça ces univers Mix Master. Alors, Bianchi 7, il y a un nombre fini d'oscillations, et puis on arrive à la singularité. Le mieux, c'est Bianchi 9. Bianchi 9, alors lui, c'est mon dernier transparent. Je ne vais pas vous montrer la voiture, parce que là, vous allez vomir. Je vais simplement vous montrer ce qui se passe dans le billard de Bianchi 9. Donc, vous avez votre bille dont les coordonnées dans l'espace représentent la valeur du facteur d'échelle. D'accord? Et voilà ce qui se passe dans un univers de Bianchi 9. Et même si on peut voir ce qui se passe, hein, il n'y a pas besoin Voilà, la bille se déplace, le billard grandit autour de la bille rebondit sur les bandes du billard. Et alors, en se rapprochant de la singularité, on va vers le haut, et vous voyez que la bille ne sort jamais du billard, elle reste tout le temps enfermée dans un billard hyperbolique, dont on peut montrer qu'il est complètement chaotique. Donc voilà la fin de la vie dans un... Alors, ça s'arrête jamais. D'accord? Vous imaginez si vous avez la voiture, là, elle est complètement déformée dans tous les sens, son volume diminue, de temps en temps ça va comme ça, de temps en temps ça va comme ça, de temps en temps... Si vous êtes à l'intérieur, d'accord? Alors, la différence avec les autres modèles, c'est que dans cet univers, bon, c'est super compliqué. OK? Et donc maintenant, j'ai terminé, je pourrais arrêter là, mais ce que je vais faire, c'est quand même, je vais vous poser 4 ou 5 questions pour voir si vous avez bien compris, et pour compléter, on va en poser. Alors, vous sortez vos appettes. Et on va jouer. Alors, première question. Celle-là. Ça, c'est une question très générale. Elle est ouverte. Donc, lequel de ces systèmes s'est formé le premier dans l'histoire de l'univers? Alors, j'en ai parlé. Si vous avez vu les films, vous le savez. D'accord? Si vous venez au Festival d'astronomie de Florence depuis des années, vous le savez. Alors, est-ce que ce sont les premières étoiles qui se sont formées en premier, les atomes de carbone, les premières galaxies, les premiers amas de galaxies, ou les atomes d'hydrogène? Alors, c'est très important, parce que si vous ne savez pas répondre à cette question, vous n'avez rien compris à une partie des choses que j'ai racontées, donc je vais pouvoir le savoir. Et donc il va falloir que vous reveniez l'an prochain pour qu'on fasse... On va pouvoir maintenant calibrer en fonction des résultats les cours qu'on va faire l'an prochain. Je l'ai dit, hein, si vous avez écouté... Alors je fais ça pendant mes cours, hein, bien sûr. Et pendant mes cours, ça compte pour le contrôle continu. C'est-à-dire que quand ils votent, les étudiants, ça compte pour 0,5 points dans le contrôle continu. Allez, 140, j'arrête. Et donc, on va faire les résultats.
80 personnes ont répondu et tout le monde a répondu la bonne réponse. Vous êtes extraordinaire, bravo. Vous voyez, ça veut dire que je suis un bon prof. Très bien, alors on va poser une autre question puisque vous êtes super fort. Qu'est-ce que la constante cosmologique? Plus dur, hein? Alors, c'est le produit de la vitesse de la lumière par l'âge de l'univers, toute la masse de notre galaxie, la distance parcourue par la lumière en un an, une construction théorique envisageable ou la luminosité théorique d'un trou noir. Je l'ai dit aussi. Hein. Je me souviens très bien quand je l'ai dit. J'étais à peu près là. Alors si vous avez vu le film aussi, c'est expliqué en détail. Hein. C'est des choses importantes. Si vous n'avez pas compris ce que c'est que la constante cosmologique, et si vous ne répondez pas à la bonne réponse, c'est que vous avez rien. Alors ça va moins vite là. Hein. Allez, qu'on puisse poser d'autres questions. Je vais fermer le vote. Résultat. Ah, très intéressant. Donc le produit de la vitesse de la lumière par l'âge de l'univers, ça c'est n'importe quoi. Pour toute la, il y a quand même une grosse majorité de votes. Alors on voit qu'il commence à y avoir un certain nombre de gens qui, donc on peut les nommer, hein. Il y a Emmanuel Legros, Maxime City, c'est pas mal, hein, 4 bonnes réponses. Alors, il y en a un paquet des 4. Ah, voilà, donc pour le moment, Daniel Véraud, Tanguy Balu, Anonyme, qui est très très fort, Laurent Duflo, Adrien Dupuis et Alice Logier sont en tête du Cyber World Tour. On va encore poser une autre question. Hein, encore 2 questions, on va se faire. Celle-là, elle est bien. Donc je fais projection. André Fuspa m'a dit, celle-là, elle est super. Pourquoi pense-t-on qu'il y a eu un Big Bang? Pourquoi pas? Non mais c'est pas une connerie, hein. Pourquoi pas? Si vous avez bien écouté ce qu'a dit Aurélien, pourquoi pas? Le multivers, pourquoi pas? Parce que tout a un début. C'est vrai. Est-ce que vous connaissez une chose qui n'a pas de début? Ça craint, hein. Un truc qui n'a pas de début, c'est un truc de maths. D'accord? Une fonction constante sur R, ça n'a pas de début. D'accord? Mais c'est des maths. Ah là, ça rigole moins. Hein. Parce qu'en s'approchant de son minimum, les variations d'une grandeur finissent par s'annuler. Ça dépend des grandeurs, enfin je sais pas. Mais si c'est la bonne grandeur dont je parle, alors parce qu'une grandeur positive dont l'évolution temporelle est croissante et concave s'annule forcément. Pourquoi pas? Parce qu'une grandeur continue peut être tracée sans interruption sur tout intervalle. C'est vrai. C'est comme ça qu'on définit la continuité dans Bourbaki. C'est-à-dire vous prenez un crayon et vous pouvez tracer la fonction sans lever le crayon. Sinon, elle n'est pas continue. Parce que si vous devez passer par l'infini, vous devez lever le crayon. Alors, 90 réponses. On peut voir ce que vous avez dit. Moi, j'ai hâte de savoir ce que vous avez dit. Je vais fermer ça. On va mettre le résultat. Alors bien sûr, il faut toujours faire comme ça. Et revenir ici. Résultat. C'était pas celle-là. Je suis vraiment... Je fatigue. Hein. C'était celle-là. Résultat. Bravo. Alors, c'est à égalité avec la première. Mais... là, on peut dire mieux. Avec les réponses qu'il y avait, on peut dire mieux. Je vous jure que c'est vrai. Dans le cadre de la cosmologie, dans le cadre du modèle standard de la cosmologie,
D'accord? On pense qu'il y a eu un Big Bang, ou il y a un Big Bang, parce qu'on a une fonction, une grandeur positive, c'est le facteur d'échelle. Réfléchissez un petit peu, vous avez une grandeur qui est positive, elle est au-dessus de 0, ou égale à 0. Elle est croissante, d'accord? Et elle est concave, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas changer de courbure. D'accord? Concave, ça veut dire comme ça. Ben forcément, si vous, au lieu de la parcourir dans le sens où elle croît, si vous la parcourez dans le sens où elle décroît, c'est obligatoire, elle va passer par 0. Et le moment où elle passe par 0, ben c'est ça qu'on appelle le Big Bang dans le cadre de ce modèle. Et justement, les équations de la cosmologie montrent que le facteur d'échelle est une fonction qui est croissante, positive, parce que c'est une distance, d'accord? Distance dans le vrai espace à 3 dimensions, là, c'est positif et c'est concave. Si vous mettez des constantes cosmologiques et des choses comme ça, ben là c'est plus compliqué, on peut avoir des univers qui n'ont pas de Big Bang, mais c'est comme ça. Dernière question, et après j'arrête, hein, parce que ça suffit quand même, mais celle-là je l'aime bien. Alors je reviens en arrière, je vais essayer d'aller doucement pour ne pas vendre la mèche. Donc je vais ouvrir cette question que j'adore. Alors je fais projection, et je vous laisse cogiter là-dessus. Que se passe-t-il dans un univers de Bianchi 9 vide, il n'y a pas de Mini Cooper, si on remonte le temps autant que possible? Alors là, il faut un peu avoir vu le film, je pense que j'ai donné la réponse aussi. Hein. Alors, on ne sait rien de déterministe, il n'y a pas de Big Bang, on reste coincé dans un défilé de billards hyperboliques, oui, parce que la forme des billards, c'était des branches d'hyperbole. C'est pas cool, hein, si c'est un machin comme ça, mais pourquoi pas. La vitesse de la lumière devient de plus en plus faible, donc on vous aurait menti. Est-ce que vous pouvez en déduire ça de ce que j'ai dit? Ou alors le volume augmente de façon chaotique. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez? Alors quand j'ai fait le test, hein, juste pendant que vous réfléchissez, comme ça je vous perturbe, hein. Moi j'aime pas quand on me parle, quand je réfléchis, comme ça je vous emmerde un peu. Quand j'ai fait ce test-là au lycée Camille Guérin, la réponse à la fin du grand cyberroute, ils ont eu 67%, 63% de bonnes réponses au total. J'ai l'impression que vous allez être meilleur qu'eux. Enfin, parce que vous avez une singularité du côté de... Enfin, on verra bien. Je dépouillerai demain, hein, parce que c'est ma dernière question. Donc là, 102, c'est formidable, on va dire que ça suffit. 5, 4, n'hésitez pas, hein, c'est pour la gloire de l'esprit humain. Il y a quand même 150 personnes qui arrivent à faire fonctionner ce truc-là. Ça marche super bien, en fait. Hein. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, top. Voilà. Il ne veut toujours pas, j'arrête. Je reviens et on va avoir la réponse. Et là, je pense que vous allez tous donner la bonne réponse, si vous avez bien compris. Eh ben non. Ça avait fait pareil, hein, à Poitiers. En fait, c'est plus compliqué que... Mais il faut vraiment avoir vu le film, hein, c'est expliqué, etc. En fait, et c'est pour ça qu'on a inventé ce modèle de Bianchi 9, parce que dans ce modèle de Bianchi 9, si vous ne savez pas exactement d'où vous partez, vous ne pouvez absolument rien dire de ce qui va se passer. Et c'est pour ça que ce modèle a été inventé, parce que vous avez une singularité à la fin, là, dans ce billard. Mais si vous ne pouvez rien dire sur ce qui s'est passé, ben en fait, c'est comme si vous jetiez un voile pudique de chaos sur la singularité. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la singularité voilée. J'avais fait un article, alors c'est pas très correct de parler de ça peut-être, je ne sais pas, mais on avait fait un article dans Pour la science pour expliquer ce que c'était qu'une singularité voilée, ben c'est ça. Donc ce genre de modèle, alors je ne dis pas que c'est le modèle qui est le plus préconisé par les observations, etc. Hein, mais bon, c'est, pourquoi pas, peut-être que c'est possible, on ne sait rien. En tout cas, d'un point de vue théorique, c'est le pied ce modèle. Hein. Il est absolument génial, mais vous, ça ne vous a pas trop parlé. On reste coincé dans un défilé de billards hyperboliques. C'était pas la peine d'inventer un truc aussi démentiel pour rester coincé dans un truc de billard hyperbolique. D'accord? C'est beaucoup mieux quand on ne sait pas ce qui se passe parce que le chaos vient nous aider. Alors, je reviens à ce truc-là.
parce que je pense que maintenant c'est la fin et je vous remercie de votre attention.